La ville de Ségou fin prête pour accueillir le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La cité des Balanzans reçoit le chef de l'État et sa délégation ce mardi 13 juin pour le lancement des travaux de construction de la RN 34, mais aussi et surtout pour la relance des activités de la Comatex. Tout un programme dont l'avant-goût vous est donné ce soir au début de ce journal par nos correspondants sur place. Le ministre de l'Éducation lance les épreuves du brevet de technicien en santé. Ils sont 8725 candidats inscrits cette année. Fademba Keïta nous fera le point dans cette édition. À Dakar, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal réactive son plan d'alerte précoce afin de minimiser les risques d'inondation. Les participants se fixent comme objectif d'élaborer un plan d'action harmonisé singulièrement pour les pays membres de l'organisation. Nos envoyés spéciaux sont Mohamed Diarra et Aboubakar Traoré. Focus sur les 1000 premiers jours de l'enfant. La chronique santé en parle ce soir avec ses 1000 jours car il constitue une période très cruciale dans la vie de l'enfant et de l'adulte qu'il sera demain. Une réalisation de Barakissa Ouattara et Aruna Diarra. Sport football, le sélectionneur des Aigles, Eric Sekouchel, face à la presse pour dévoiler la liste des 28 joueurs pour le match Mali-Congo dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On note le retour en sélection de Adama Traoré d'Inos quelques mois après avoir manqué les derniers rassemblements. Bonsoir à tous, ravi de commencer cette nouvelle semaine avec vous. Montée traditionnelle des couleurs à Koulouba par le président de la transition, initialement prévue le premier lundi de chaque mois. La montée des couleurs du mois de juin a été renvoyée à ce lundi en raison de la pluie matinale qui a arrosé la capitale le lundi 5 juin dernier. Explication, la montée oculaire ne se fait pas généralement sous la pluie par respect dû au drapeau, d'après Douboufana Traoré qui était sur place. Direction Ségou qui frétille de bonheur, rien qu'à l'idée de savoir que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, sera dans la cité des Balanzans. Oui, le chef de l'État se rend en 4e région pour deux principaux objectifs. Le premier, non le moindre, il va relancer les machines de la Comatex et ça, après 3 ans d'arrêt. Et le deuxième, il va lancer les travaux de construction de la RN 34. Voyons d'abord la relance de la Comatex, un enjeu majeur pour qui, connaissant l'histoire et la place de l'usine dans le paysage régional. Bientôt, l'usine produira donc ses premières fibres et les populations de Ségou constatent que le pari est gagné par les autorités de la transition car elles respectent ainsi un engagement donné. Kandesila Karamoro Traoré. Fleuron de la coopération sino-malienne, la Comatex SA fait sa mue et s'apprête pour la reprise de ses activités. La compagnie malienne de textiles a été fermée en août 2020, soit environ 3 ans mettant du coup les 1300 travailleurs de l'entreprise en chômage technique. Aujourd'hui, cette relance des activités est sans nul doute un pari gagné pour les autorités de la transition. D'abord, on a commencé les travaux de recensement du personnel. On peut dire que ça s'est terminé aujourd'hui. Nous avons aussi entrepris depuis le 9 mai les travaux de maintenance des équipements. On a pu quand même mettre toutes les machines aujourd'hui en bon état de fonctionnement. La relance de la Comatex répond à une vision, celle de la valorisation de notre potentiel de production en matière de coton. C'est pourquoi le président de la transition s'est engagé à la relance de cette unité industrielle. Nous sommes venus pour assurer et rassurer la population de Ségou de la relance de la Comatex. Le programme de relance de la Comatex et de l'IMPP sont des programmes spéciaux du président de la transition. Il y tient fortement et il veut veiller que ça marche une fois pour toutes. Si nous parlons de souveraineté économique, la Comatex fait partie. Et depuis, les lignes bougent pour la reprise des activités de la Comatex.
Des visites et des rencontres se multiplient avec à la main un plan de relance d'environ 6 milliards de francs CFA financé par l'État assorti d'un contrat de performance. Le paiement du franc symbolique à l'entreprise chinoise COVEC, la dotation de l'entreprise d'un nouveau conseil d'administration et de nouveaux directeurs généraux font qu'aujourd'hui, la Comatex renaît de ses cendres au grand bonheur des travailleurs et des populations de la région. On est content pour la relance de l'usine. Sudi a fait que l'usine sera ouverte. On remercie le président. Les autorités, effectivement, de la transition n'ont ménagé aucun effort. Depuis leur arrivée, ils se sont mis vraiment au travail. Et Dieu merci, nous sommes aujourd'hui au bout quand même de notre souffrance. Avec cette reprise, c'est l'économie qui gagne. Quand on sait qu'ici à Ségou, cette unité industrielle était le baromètre de l'économie. 1300 travailleurs, bon, si tu cumules tous les salaires de ces travailleurs en un mois, en ce moment, c'était un ouf. C'est que quand on payait la Comatex, ça veut dire que tout allait bien. Mais quand la Comatex est, disons, dans une pénurie de salaire, ça veut dire que tout va mal. Pour l'ouverture de la Comatex, tout Ségou est content, jeunes et vieux. Ce mardi 13 juin, la Comatex sera ouverte. Merci à Assimi. Merci Assimi Goïta. En tout cas, pour ce pari gagné, les populations et l'ensemble des autorités de la région entendent exprimer leur gratitude au président de la transition et à son gouvernement ce mardi. Son impact pour la région et pour le pays, c'est d'abord, n'est-ce pas, du travail qui va être donné aux citoyens, ségoviens d'abord, et ensuite aux citoyens maliens. Il y a aussi la production. On ne sera plus, n'est-ce pas, en rupture de stock par rapport aux fils qui servent, n'est-ce pas, à la filature, comme cela a été évoqué plusieurs fois par les dames tisseuses de Nieleni et autres associations de production locale. Pour l'heure, ce qu'on peut retenir, c'est que la reprise, elle est faite, et à la satisfaction de la région d'abord, et aussi à la satisfaction de l'ensemble des Maliens. Et déjà, le premier produit imprimé de l'usine après 3 ans d'arrêt est à l'effigie du président Assimi. Oui, la relance de la Comatex, notre patrimoine commun. L'événement est de taille et le ministère en charge ne veut rien laisser au hasard. Vous venez de le voir sur les images. Le ministre de l'Industrie et du Commerce est déjà sur place. Mahmoud Ould Mohamed veut s'assurer que tous les dispositifs techniques pour le redémarrage de l'usine sont prêts. Fousseyni Samake, suivez le ministre et sa délégation. De l'atelier de filature à celui du blanchiment, en passant par le tissage, le ministre de l'Industrie et du Commerce est venu s'enquérir des derniers réglages la veille de la relance des activités de la Comatex qui est à l'arrêt depuis plus de 2 ans. D'abord, c'est un prélude à la visite du président, de son Excellence, le président de la transition, qui sera là demain. Je suis venu voir avec l'ensemble du personnel administratif et technique de la Comatex où en sommes-nous par rapport aux derniers préparatifs pour la visite du site par le président de la transition. Et je vous avoue que je suis très surpris, agréablement surpris par la qualité de l'organisation, la qualité du travail pour ramener l'unité industrielle dans son état actuel. Et j'ai trouvé que toute la chaîne de production fonctionne et que nous sommes prêts demain à recevoir le président dans les meilleures conditions. La relance des activités de cette unité industrielle nécessite une implication des différents acteurs, dont les travailleurs en premier plan. Avec les syndicats, c'était d'abord pour voir s'il y a des petites inquiétudes qui règnent par-ci, par-là. Et là, nous avons retrouvé un syndicat aussi, les 2 syndicats très unis, très engagés pour relever le défi de la Comatex et faire un accueil très chaleureux pour le président, pour le remercier par rapport à ce qu'il a entrepris pour la Comatex. En tout cas, les Ségoviens fondent beaucoup d'espoir sur la relance des activités de la Comatex, une concrétisation de la promesse du président de la transition, le colonel Assimi Goïta.
Autre acte majeur qui sera posé dans la journée de demain, mardi 13 juin, par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, c'est de donner le top départ des travaux de construction de la RN34. Honoré Tchénu Issaba, depuis Ségou, nous explique que cette route longue de 45 km va faciliter la mobilité des personnes et de leurs biens et assurer ainsi le désenclavement. Reportage. La RN34, c'est le tronçon Banangoro-Djoro, lieu qui acquiert une renommée grâce au poids économique de ses nombreux jours de foire d'antan. Un marché qui d'ailleurs doit sa plénitude à cette route. Cependant, cette RN34 a toujours été le calvaire de ses pratiquants. Bientôt, ce calvaire prendra fin. Il s'agit de bitumer en fait cette route-là longue de 45 km. Et je dois vous dire que les travaux de construction et de bitumage de cette route-là est une vieille demande. Une vieille demande de la population de la région de Ségou et particulièrement des localités riveraines. Une voiture 4x4 faisait plus de 2 heures, vu l'état de dégradation avancée de la route, pour rejoindre Banankoro à Djoro, une distance seulement de 45 km. Donc ça illustre un peu l'état de dégradation très avancé de la route. Citoyens de Djoro, transporteurs et politiques se préparent à accueillir le président de la transition, chef de l'État, pour lancer officiellement les travaux de construction de la route Banankoro-Djoro. Une fois la route goudronnée, nous aurons des avantages. Circuler librement et préserver nos véhicules dans de bon état. Je pratique cette route depuis le temps du président Moussa Traoré, où on allait faire 3 jours de foire à Djoro. La voie n'était pas du tout carrossable et les brigands en profitaient pour attaquer et déposséder les passagers de leurs biens. Nous félicitons beaucoup cette initiative parce qu'une chose est de posséder d'un véhicule, mais une autre est d'avoir des routes. Elle me permettra d'aller librement pour les foires et de retourner dans un temps record en toute sécurité. Je demande à tous les usagers de Boussin jusqu'à Fatiné de sortir massivement pour accueillir le président Assimi Goïta. En termes d'impact, l'utilité de cette RN34 dépasse largement la contrée de Djoro et même la région. La RN34 commence juste après Banankoro et continue vers Djoro. Donc en passant par Togo et etc. jusqu'à Djoro, et ça continue jusqu'à Saï, jusqu'à Djéné. Les localités sont des zones de production très importantes de riz et d'autres céréales. Et les populations ont des difficultés énormes à acheminer ces productions, ces zones de production vers les zones de consommation et les zones de commercialisation. Il y a des périodes pendant l'hivernage, Djoro était carrément coupé de la région de Ségou. Donc vous imaginez les conséquences de cet enclavement sur tous les plans, sur le plan économique, sur le plan social. Voilà, on ne peut pas, en tout cas, imaginer toutes les conséquences néfastes d'un tel enclavement. Les pratiquants de la RN34 pourront poser les pieds sur la voie goudronnée d'une distance de 45 km dans un bref délai. Les travaux devront durer 24 mois, Inch'Allah, et le financement est assuré à 100% par le budget national. C'est le lieu de remercier le président de la transition pour sa vision et pour tous les soutiens qu'il nous apporte dans le cadre de la réalisation des infrastructures routières. Ces travaux ont pu démarrer et ils se déroulent aujourd'hui normalement. Le personnel est sur terrain, le matériel est aussi sur terrain. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir faire avancer les sentiers se trouve sur le terrain. Cette route va jusqu'à Mopti. Elle traverse au moins 3 à 4 localités. Donc c'est une route d'importance nationale. C'est une sorte de prolongation, n'est-ce pas, de la RN6. Voilà, donc elle est d'importance nationale, n'est-ce pas, pour le pays, qui a un vieux dossier qui est là, qui n'a jamais connu d'avancée significative. Mais voilà que la réalisation va être faite par le chef de l'État. Donc c'est une très avancée, une grande avancée pour les populations de Djoro qui ont longtemps souhaité la construction, n'est-ce pas, de cette route-là. C'est donc dans le programme de visite du président de la transition, le colonel Assimi Goïta à Ségou, le lancement officiel des travaux ce mardi 13 juin. Le coût des travaux s'élève à 22 milliards 700 millions de francs CFA, entièrement sur le budget de l'État.
Décidément, Ségou sera en fête. Il y a de quoi. La région s'apprête à accueillir le président de la transition ce mardi pour la toute première fois. Les autorités et les populations, toutes sensibilités confondues, entendent réussir le pari de la mobilisation. C'est ce que nous dit en tout cas Ramata Konati. Ségou pour une mobilisation de grand jour le mardi 13 juin 2023. Cela pour accueillir le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Celui-là même qui n'a pas lésiné sur les moyens pour satisfaire les grands besoins de la région de Ségou. J'ai évoqué entre autres le problème du pont de Ségou, l'épineux problème de la Comatex. Et là, de fil en aiguille, le problème a été pris en compte par les différents ministres de l'Industrie et du Commerce et jusqu'à l'implication personnelle du chef de l'État. L'autre problème, c'est la clôture du cimetière de Markala. Les problèmes que j'ai énumérés ont été pris en compte à 90-95%. L'autre aspect aussi, ça c'est la route Banankoro-Djoro, qui est un vieux dossier aussi de la région. Après des rencontres à tous les niveaux, des visites sur les sites des activités majeures, à savoir le lancement de la route Banankoro-Djoro, la relance de la Comatex, le lancement du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au titre de l'année 2023, tout est mis en œuvre pour montrer au président Assimi Goïta la gratitude et l'hospitalité légendaire des Ségoviens. Parmi les activités majeures qui seront lancées par le président Assimi Goïta, j'apprécie plus la relance de la Comatex en raison de son impact pour nos familles. Toute notre reconnaissance à Assimi. Et rien qu'à cause de deux activités seulement majeures qui ne peuvent pas passer inaperçues ici à Ségou, non seulement la Comatex va rouvrir ses portes, ça c'est un, l'axe Ségou-Djoro, également une personnalité comme Assimi qui arrive à penser à cela, vraiment ça veut dire qu'il tient à Ségou, il tient à l'économie du pays. On a vraiment donné les informations au niveau des chèques et les chefs ils sont déjà prêts pour venir massivement et on espère que vraiment ça va aller, Inch'Allah. Nous, communicateurs traditionnels, mettrons tous les petits plats dans les grands pour réserver un accueil chaleureux au président Assimi Goïta. Et nous avons déjà fait passer le message partout. Le mardi sera un grand jour à Ségou. Jeunes et vieux, hommes et femmes, tous Ségou restent ensemble pour donner un cachet particulier à cet événement majeur. L'arrivée du président est très salutaire chez nous, dans la région de Ségou. Parce que tout le monde sait que le président a posé beaucoup d'actes au niveau de Ségou ici. Raison pour laquelle je lance un appel à toutes les femmes, à toute la population de Ségou de sortir massivement pour un accueil chaleureux du président. Je lance l'appel à tous les Ségouviens, à l'intérieur et à l'extérieur, de se mobiliser pour l'accueil du président. Car Assimi est venu pour libérer l'Afrique. Donc pour ce, nous, la jeunesse, on fera tout pour bien accueillir le président. Nous avons une commission d'organisation, une commission de mobilisation. Et cette commission de mobilisation est à pied d'œuvre pour cela. Déjà, les appels sont lancés et les messages sont reçus. Donc, nous avons bon espoir que ce sera vraiment un accueil chaleureux et digne de ce nom. Les Ségoviens sont déjà convaincus de ce que ce monsieur a comme ambition pour le Mali. Les Ségoviens ont vraiment toutes les raisons pour qu'ils soient tous mobilisés pour accueillir le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Cette mobilisation populaire est aussi perçue comme une reconnaissance de la 4e région au président pour ses efforts immenses pour cette région qui occupe une place de choix dans le développement du Mali. Nous sortons pour dire merci et ça vaut le coup. Voilà, c'est pourquoi je dis en ségovien, un homme digne, nous sortons pour dire au président merci et pour lui dire que nous soutenons les actions de la transition. C'est un appel à l'endroit de la population pour qu'elle sorte massivement, réserver un accueil digne de Ségou, d'abord un accueil digne de Ségou, parce que Ségou n'est pas n'importe quelle région, et aussi un accueil digne du chef de l'État.
Pour rappel, les actions du président sont, entre autres, la sécurisation des zones de production, l'accès à l'eau, la santé. Des actions que la population entend encore magnifier ce mardi pour cette toute première visite du président de la transition à Ségou. Il faut impérativement être donc à Ségou demain mardi et nous avons pensé à tout. Vous allez y être. Rendez-vous demain à partir de 9h dans notre émission Aoubedi pour vous donner un avant-goût de la visite du président, disons pour planter le décor. Et à partir de 11h30, début du direct sur toutes nos antennes. Vous pourrez vivre l'événement avec nos différents reporters sur place ainsi que les agents de la station régionale. Autre point de l'actualité à présent, ce lundi, c'est le lancement par le ministre de l'Éducation des épreuves du brevet de technicien en santé. Ils sont 8725 candidats inscrits cette année. Madame le ministre était au lycée Notre-Dame du Niger, centre de spécialité en santé publique, nous précise Fademba Keïta. C'est dans la salle 3 que la première enveloppe contenant l'épreuve de pathologie médicale est ouverte dans la transparence. À l'adresse des 8725 candidats répartis entre les 10 académies concernées, des surveillants et présidents des 11 centres du pays, le ministre de l'Éducation nationale leur souhaite bon courage, mais aussi rigueur et effort personnel. Nous sommes là pour le lancement des examens de santé, premier cycle, qui regroupe 3 spécialités de santé publique, la santé maternelle et infantile et les techniciens de labo, pour témoigner aux candidats l'engagement et le soutien des plus hautes autorités de la transition. Et surtout leur dire que le domaine de la santé est un domaine vital pour le développement de notre pays. Il faut en tout cas que tous les résultats que ces étudiants ou ces élèves vont avoir soit encore une fois le reflet de leurs connaissances. Dans le district de Bamako, les candidats composent dans 4 centres, dont 2 par académie. Au centre du lycée Notre-Dame du Niger, aucun incident n'a été signalé au moment du démarrage des épreuves, précise le président. Dans mon centre, nous avons 25 salles de 50 candidats, avec 50 surveillants, 11 vice-présidents. Ici, nous avons la santé publique seulement. Le président de l'association des écoles de santé privées loue l'engagement du département de tutelle pour la bonne organisation avant d'inviter les professeurs à plus de rigueur dans la formation. Nous ne délivrons pas de diplôme d'établissement, nous délivrons des diplômes d'État, dont le nom de sage-femme d'État, infirmier d'État, infirmier de techniciens en santé, infirmier santé maternelle et infantile et les TLP. Tous ces gens ne peuvent exercer qu'avec un diplôme reconnu par l'État. Donc vraiment, je pense que le fait d'organiser cet examen, comme nous le voyons cette année, c'est vraiment à l'actif de ce département que de mettre les règles et surtout d'avoir un examen dignement organisé et soutenu par nos 2 départements de tutelle. Est-ce que c'est difficile? Non, ce n'est pas difficile. Et quel conseil as-tu à donner aux autres? Bon, je les conseille d'apprendre la leçon. C'est pour éviter de copier. Le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu dans certaines salles pour remonter le moral des candidats et leur prodiguer des conseils. Bonne chance à tous les candidats. Autre question du moment, c'est la vulgarisation du projet de constitution. Une session dans le cercle de Kolokani. Elle est conduite par les ministres de l'Artisanat Andogoli Guindo et son collègue de la communication Aruna Touré. 3 heures de discussion à l'endroit de toutes les sensibilités du Bélédougou, nous indiquent nos envoyés spéciaux Boubacar Kanouté, Mohamed Sidibé. Une délégation ministérielle pour expliquer le projet de constitution qui sera soumis au peuple souverain du Mali lors du scrutin référendaire prévu le 18 juin. Les différentes sensibilités réunies au cours de cette session de vulgarisation n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont dit leur adhésion au processus. Les ministres en charge de la culture et de la communication estiment que la nouvelle constitution symbolise la souveraineté et la dignité retrouvée et la légitimité traditionnelle renforcée, l'esclavage prohibé et l'esprit patriotique. Bref, une panoplie d'innovations qui place le Mali au-dessus de tout. Les populations de Kolokani, à travers les autorités administratives, politiques et traditionnelles, nous ont invités pour venir entretenir la population sur la teneur du projet de constitution. Ce que nous avons fait,
L'occasion a été agréable pour appeler cette population déjà très engagée et déterminée pour l'appeler au vote le 18 juin 2023. À l'issue donc des échanges que nous avons eus, nous avons eu l'assurance que les populations du cercle de Kolokani restent mobilisées. Les participants venus en grand nombre, surtout les femmes, par la voix de la présidente locale de la CAFO, trouvent que ce projet de constitution donne à la femme sa place d'antan. Auparavant, la délégation s'était rendue chez les notabilités de la ville de Kolokani pour le même exercice, celui d'expliquer le bien fondé du projet de constitution. Et dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection référendaire du 18 juin 2023, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les représentants des deux courants à se présenter au siège de l'organe demain mardi 13 juin 2023 pour l'enregistrement de leur message de campagne 10h, le contrat du non et le courant du non, 10h30, le courant du oui. Je vous propose à présent d'écouter Maître Amadou Tcheoulé Diara, coordinateur du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Le comité tient à partir de demain mardi dans certaines régions une session de recevabilité pour expliquer son rapport de restitution des Assises, un rapport qui comprend 517 recommandations traduites par le gouvernement en 55 actions prioritaires. Maître Diara est au micro de Bemba Sibi. La restitution commence demain. C'est toute une journée. On a regroupé des régions maintenant en un chef-lieu de région, dont les délégués vont en fait venir, ils vont remonter des communes, cercles et régions et ils vont se retrouver ensemble au chef-lieu de région. On restitue les recommandations qui ont été exécutées, c'est-à-dire 517 recommandations que les populations ont formulées quand elles se sont retrouvées à Bamako ici. Mais les 517 recommandations, vous savez, le gouvernement les a regroupées autour de 5 axes. Le gouvernement a mis des catégories parce que 517 recommandations mises en œuvre au cours de la transition, tout le monde sait que c'est impossible. Et le gouvernement a dit, bon, maintenant, je les répartis en 3 catégories. Il y a les recommandations prioritaires au nombre de 55 pour la transition, mais en même temps, on a dit, oui, mais on va ajouter des recommandations prioritaires complémentaires qui sont au nombre de 153 et des recommandations non prioritaires au nombre de 309. Alors, en vérité, le gouvernement ne peut être jugé que sur la base des 55 recommandations. Le gouvernement, en fait, s'est intéressé à des recommandations prioritaires complémentaires et même à des recommandations non prioritaires. Il y a des recommandations qui ne peuvent être mises en œuvre que lorsque certaines conditions sont remplies. C'est ce que nous appelons les déterminants. Le gouvernement a réglé la question des départements pour pouvoir en fait mettre en œuvre certaines recommandations prioritaires, c'est-à-dire parmi les 55. Donc aujourd'hui, il y a en fait 21,22% des recommandations prioritaires qui ont été mises en œuvre. Le comité de suivi aussi a un rôle de conseil, a un rôle, si vous voulez, d'orientation, mais en termes gouvernementaux. La jeunesse malienne sonne la mobilisation pour un vote massif en faveur du oui lors du référendum du 18 juin prochain. Elle a organisé un forum autour du projet de constitution. Mamari Kone nous en parle. La jeunesse malienne est consciente de son rôle dans la réussite de la refondation de notre pays, ce qui explique sa participation massive à ces forums autour du thème « Rôle des jeunes dans la vulgarisation du projet de constitution et la sensibilisation en faveur du oui au référendum du 18 juin prochain ». La nouvelle constitution sera un outil de renforcement de la démocratie et de la transparence qui permettra de garantir une véritable
participation citoyenne à la vie politique du pays. C'est dans cette optique que le réseau des jeunes leaders du Mali pour la paix et la cohésion sociale a décidé de s'investir pleinement pour dire à la jeunesse malienne de sortir massivement le 18 juin, de voter oui. Le président de l'association Action Jeunesse Sociale du Mali et celui de l'association des Batili et des Soninké du Mali ont tour à tour insisté sur l'importance des jeunes dans la construction nationale. Au nom des chefs traditionnels du Mali, Oumar Amadou Ndiko a salué les innovations du projet de constitution. Ce projet est d'abord endogène parce qu'il a été fait par des Maliens, pour des Maliens. Aucun élément extérieur n'a participé d'une manière ou d'une autre à sa réflexion ou à sa rédaction. Ce projet est inclusif. Il est le résultat d'un long processus de réflexion, d'adaptation, d'introspection et d'échange d'expériences. Ce projet est le résultat de leçons tirées des processus de réflexion antérieurs, des résolutions et recommandations des différents forats. Ce cadre qui regroupe les jeunes de toutes les régions du Mali est parrainé par le chef général de la tribu, Kel Ansar, nommé membre du CNT. Tout a été mis en œuvre pour qu'il reflète les attentes des citoyens maliens, soucieux de doter le Mali d'institutions fortes, capables de les mettre durablement à l'abri de tout risque d'effondrement auquel il a été maintes fois exposé ces dernières années. Les nombreux panels qui seront animés tout à l'heure permettront de persuader définitivement ceux qui doutent encore s'il est bien fondé cette constitution éminemment refondatrice. Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a expliqué l'esprit qui sous-tend le projet de constitution. Il a également remercié les jeunes du Mali pour cette initiative. Il faudrait qu'à travers ce référendum, qui va planter le plus grand pilier du Mali en refondation, la constitution nouvelle, il faudrait que par notre mobilisation massive, notre taux de participation élevé, nous puissions dire à ces gens-là, c'en est fini, le Mali est de retour, les Maliens sont de retour, nous sommes debout sur les remparts pour défendre désormais notre pays. Les participants ont eu droit à 2 panels sur le thème du forum, occasion pour eux de s'approprier le contenu du projet. Sur un tout autre plan, provoquer un changement de comportement sur nos voies publiques, c'est bien possible. Le ministère des Transports, à travers l'ANASER, sensibilise sur les risques et dangers liés à l'insécurité routière. Une caravane est sur nos routes depuis ce matin, 12 juin, et ce jusqu'au 14. Elle va sillonner le district de Bamako et les régions de Koulikoro et de Ségou. Bokari Koulibaly, Yacouba Kone pour le compte rendu. Le département en charge des transports et celui de la sécurité font bloc contre l'insécurité routière. Une caravane de sensibilisation est organisée à cet effet dans les districts de Bamako, Koulikoro et Ségou. Une initiative qui vise à impulser une prise de conscience de la population sur l'insécurité routière et du coup sauver des vies. L'accroissement considérable de la motorisation, la forte croissance démographique et l'urbanisation galopante contribue à la multiplication des risques inhérents à l'usage de la route. En 2022, au Mali, 8189 cas d'accidents ont été recensés, qui ont occasionné 8297 blessés et 684 tués. Cette caravane d'intense activité routière s'étend sur 4 jours, avec à la clé un programme riche et varié. Les caravaniers diffuseront des messages de sensibilisation au niveau des marchés, des établissements scolaires, des foires, des lieux de travail et des gares routières. Les messages porteront particulièrement sur le port du casque et autres équipements de sécurité, la limitation des vitesses, les téléphones au volant, l'occupation anarchique du domaine routier, la surcharge, les transports mixtes, l'état d'ébriété, l'état de vétusté des véhicules. Tout au long de cette opération,
Des panneaux d'écran de mort seront implantés à certains lieux en souvenir des victimes d'accidents. Aussi, les responsables des transports et de la sécurité se sont engagés à respecter les 10 règles de la charte de la sécurité avant de donner le top départ aux caravaniers. Hors de nos frontières, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal réactive son plan d'alerte précoce afin de minimiser les risques d'inondation. Pour ce faire, une rencontre de 2 jours s'est ouverte ce lundi matin à Dakar. Elle sera sanctionnée par l'élaboration d'un plan d'action harmonisé dont la mise en œuvre devrait permettre de réduire les risques et catastrophes naturelles, singulièrement dans les pays membres de l'organisation. On vous explique tout ça avec nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra, Aboubakar Traouri. Anticiper pour mieux coordonner les actions et éviter les risques d'inondation. La stratégie OMVS réunit experts, chercheurs, universitaires, décideurs politiques et les partenaires techniques et financiers. La problématique à l'ordre du jour est relative à la gestion des crises dans le bassin du fleuve Sénégal. Ces changements climatiques mettent en évidence la nécessité d'une véritable concertation, d'un partage d'expériences, d'une meilleure coordination pour contribuer à faire face à ces épisodes extrêmes et minimiser leur impact sur nos populations. C'est dans ce cadre, Monsieur le Président, que la dernière session du Conseil des ministres, la 75e, tenue en décembre 2022 à Dakar, vous nous avez demandé d'organiser cette rencontre pour une meilleure contribution de l'OMVS à l'effort de nos États pour la gestion des crues dans un contexte marqué par l'effet des changements climatiques. L'intérêt pour les représentants des pays membres de l'organisation se justifie, car aucun pays n'est épargné des catastrophes naturelles. Le fleuve Sénégal, ça quitte la Guinée, ça traverse le Mali, ça vient en Mauritanie et au Sénégal. Donc, comme c'est des phénomènes qui se propagent, donc c'est important que les pays en amont puissent communiquer bien, puissent bien fournir des informations pour que les pays en aval puissent se préparer. Donc, le Mali compte recevoir des données, des informations utiles et à temps des pays qui sont en amont, et le Mali aussi compte mettre en place, convenir avec les pays en aval des dispositifs d'échange d'informations. La rencontre de 48 heures doit permettre l'élaboration d'un plan d'action concerté, lequel sera soumis aux partenaires et États membres pour son financement. En attendant, le président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS apprécie les initiatives prises et celles en cours pour la bonne marche de l'organisation. Si notre organisation, reconnue au niveau mondial comme un excellent modèle de coopération et de gestion des eaux transfrontalières, doit se montrer davantage plus apte à faire face aux exigences de résilience liées au changement climatique, mais aussi et surtout aux défis de la gestion des crues. Pour cela, nous devons, après Manantali, sur l'affluent principal du Bafing, poursuivre la réalisation de nos ouvrages structurants, notamment sur les 2 autres affluents principaux, la Falémé et le Bakoy. Cette rencontre est aussi un cadre approprié pour chaque pays de faire des communications sur la politique gouvernementale en faveur de la sauvegarde du fleuve Sénégal, qui est aujourd'hui le cordon ombilical des 4 pays membres de l'OMVS. On revient au Mali où la Banque ouest-africaine de développement BOAD s'active pour améliorer le taux de décaissement en vue de la mise en œuvre efficiente des projets et programmes qu'elle finance. L'institution financière organise une session de formation de 5 jours à l'intention des acteurs de la chaîne de commande publique. Ils seront outillés sur les nouvelles procédures de passation des marchés. Le reportage de Salimata Dao et Idrissa Traoré. Présent dans 8 États avec des milliers de milliards de francs CFA d'investissement en 47 ans d'existence, la Banque ouest-africaine de développement BOAD reste toujours fixée sur ses objectifs. S'adapter au changement environnemental, garantir l'efficacité de ses interventions et relever les défis de développement. La banque s'est dotée de nouvelles procédures de passation des marchés qu'elle partage avec les acteurs de la chaîne de commande publique du Mali pour augmenter le taux de décaissement. L'objectif de la présente session de formation est de permettre aux acteurs de la commande publique que vous êtes de se familiariser avec ces nouveaux outils mis au point par la banque dans la perspective d'améliorer les taux de décaissement. En effet,
Plusieurs rapports de fin d'achèvement des projets financés par la banque montrent que la non-maîtrise des procédures de passation des marchés est l'un des facteurs explicatifs des faibles taux d'absorption des crédits alloués aux États. Depuis 1976, le Mali a bénéficié de 166 opérations financées à hauteur de 779 milliards de francs CFA par la BOAD. Plusieurs structures de mise en œuvre de ces projets et programmes bénéficient de cette formation de 5 jours. Les principaux acteurs concernés par la formation sont entre autres les maîtres d'ouvrage délégués, notamment l'AGTIER et l'AGTIP, l'EDM-SA, l'AMADER, l'AIR, la SOMAPEP et la SOMAGEP, la Direction générale des marchés publics et des délégations des services publics, l'Autorité de régulation des marchés publics, la RMDS, ainsi que la Direction générale de la dette publique. Cette session de formation va également porter sur les procédures et politiques de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption de la BOAD. Plus de 2 milliards de francs CFA, c'est le montant investi par la République populaire de Chine pour équiper de forages et d'énergie solaire les villages de Konyobla et de Karan, fruits de la coopération sino-malienne. La population reconnaissante est sortie massivement pour témoigner sa joie en ce jour d'inauguration des infrastructures. Envoyés spéciaux à Konyobla, Adama Traoré et Toumani Diabati. Fini les corvées d'eau pour les femmes et les jeunes filles des villages de Konyobla et de Karan, respectivement dans les communes de Sanankoroba et de Karan. En plus des châteaux d'eau réalisés dans ces contrées, ces deux villages disposent de l'électricité à travers l'énergie solaire. Cette source de lumière peut promouvoir les activités génératrices de revenus à tout moment. Nous avons le souci de faire sortir la population de ces difficultés qui vivent, l'obscurité, le manque d'eau. Donc on veut qu'il y ait du confort dans nos villages. Donc si on arrive à créer le même confort dans nos villages, beaucoup de gens vont rester et ça permettra d'augmenter la productivité parce que généralement c'est dans les villages qu'on produit. Donc c'est ça, le développement du pays va avec. La réalisation de ces projets participe à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale. Aujourd'hui, grâce à ce projet, les populations des villages de Konyobla et de Karan disposent de l'électricité et de l'eau comme dans les centres urbains. Le projet est financé par la République populaire de Chine à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA sous forme de dons. Le projet a considérablement amélioré la qualité de vie des populations locales. Les populations de Karan et de Konyobla peuvent se glorifier d'avoir bénéficié de conforts semblables à celles des villes. Ce projet devrait permettre de lutter contre l'exode rural des jeunes de ces deux localités. Toujours avec nos amis et partenaires de la Chine, un mot de cette conférence de presse. Des associations de 30 pays membres de la Fédération des associations d'amitié avec la Chine, le développement des liens de coopération entre la Chine et ses associations au cœur des échanges, nous dit Ba Traoré. C'est lors de son assemblée constitutive à Dakar en septembre 2021 que la FACA, la Fédération des associations d'amitié Chine-Afrique, a vu le jour. Cette association regroupe une trentaine de pays africains dont le Mali. Le siège de l'organisation est à Dakar au Sénégal qui assure la présidence. Le poste de secrétaire général revient au Mali. La rencontre du jour est initiée par les responsables du mouvement pour décliner son objectif et son plan d'action. La FACA se veut être un organe de partage de connaissances et d'assistance dans le cadre d'un développement bilatéral. Elle a pour objectif de mettre en œuvre tous les moyens propres pour développer l'amitié entre l'Afrique et la Chine, ainsi que les activités économiques de ses membres. La Fédération est investie des pouvoirs les plus étendus en vue de stimuler des réalisations de toute nature, académiques, sociales, commerciales, industrielle, environnementale, financière, artisanale et de production de recherche dans l'intérêt de ses membres. Au cours des échanges, les différents conférenciers ont insisté sur la nécessité de renforcer les liens de coopération entre les pays africains et la Chine, surtout en matière de création d'emplois pour les jeunes.
La Chine, à travers le conseiller à l'ambassade, s'est déclarée disponible pour cette cause. Politique, la section ADP Maliba 200 vient de procéder à sa rentrée politique 2023. C'est en présence de son président exécutif, Youbaba 200, la correspondance de Drissa Kouné. En ligne des mires de cette rentrée politique de la section ADP Maliba 200, la redynamisation des militants et militantes. Il faut comprendre qu'en 2021, la section a procédé à un remue-ménage au sein de son instance qui lui a permis de repartir sur de nouvelles perspectives. Depuis, le secrétaire général et ses hommes sont sur le terrain. On a d'abord essayé de ratisser le terrain pour faire l'état des lieux du parti, connaître les forces et les faiblesses du parti et à partir de là maintenant mettre en place une commission d'implantation et c'est cette commission d'implantation qui est jusqu'à présent à pied d'œuvre pour qu'on puisse avoir des sous-sections dignes de ce nom dans les 25 communes du cercle de 100. Cela passe d'abord par la mise en place des comités au niveau des villages, des quartiers avant d'entamer la phase des sous-sections. La grande mobilisation du jour illustre cette envie d'aller loin et de faire de l'ADP Maliba un parti pilote de la région, une dynamique enclenchée saluée par l'hôte du jour. J'ai vu beaucoup de rentrées politiques, mais ça c'est une rentrée politique exceptionnelle où vraiment les militants sont venus des 25 communes que compose la section et les femmes étaient en nombre très supérieur à celui des hommes. Elles sont à féliciter à ce niveau. Et nous avons vraiment vu une section dynamique, une section pilote. Elle a eu ce titre par le passé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une reconnaissance. Auparavant, la délégation s'était rendue dans les 4 grandes familles chefferies de sang. Partout, elle a fait un geste symbolique. Prières et bénédictions pour un Mali libre et prospère ont accompagné chaque étape de la visite. Lancement ce dimanche à Gao du parti malien tout court, Mouvement pour la solidarité et le développement. La cérémonie a eu lieu au centre Niali Bonaldo en présence d'une délégation nationale conduite par le représentant du président Ibrahima Diawara. À lui Idrissa Maïga, reportage. Ils sont venus de tous les cercles de la région de Gao pour prendre part au lancement du parti malien tout court, Mouvement pour la solidarité et le développement. Eux, ce sont les partisans, amis et sympathisants de la formation politique. Au cours de la conférence organisée pour la circonstance, les membres de la délégation nationale ont tour à tour expliqué la vision du parti et de son président Ibrahima Diawara aux participants. La vision, c'est le Mali. Parce qu'aujourd'hui, nous savons le problème dont souffre le Mali. Et ce problème, c'est la pauvreté. Donc notre leader, Ibrahima Diawara, a une vision nette pour le Mali, sortir le Mali de cette pauvreté. Et nous sommes là, le parti est ouvert, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. La cérémonie de lancement du parti malien tout court à Gao a enregistré l'adhésion de plusieurs cadres venus d'autres formations politiques. Pour les nouveaux venus, la vision du parti cadre parfaitement avec leurs idées. Comparativement à certains présidents, c'est un président qui est dans l'action et non dans les théories. Nous avons vu que ce monsieur a quelque chose pour le Mali. C'est la raison qui nous a poussés à rejoindre le parti malien tout court, le mouvement pour le développement et la solidarité. La remise de la déclaration d'adhésion et les échanges sur la vision du parti ont sanctionné la cérémonie de lancement de Malien tout court à Gao. Vers l'autonomie des personnes par l'approche Nexus, c'est le nom d'un nouveau projet financé par l'ambassade du Royaume de Norvège et qui va toucher plus de 33 000 personnes. Inaba pour plus de détails. Suite aux récents événements survenus dans notre pays, les régions du Nord et du Centre ont été confrontées à une crise humanitaire. C'est dans ce cadre que le projet intitulé « Vers l'autonomie des communautés par l'approche Nexus » a vu le jour. Ce projet entend apporter une réponse aux besoins des personnes les plus vulnérables touchées par cette crise. Dans le plan de réponse humanitaire de 2023, on est plus de 8 800 personnes en besoin. Vous voyez, avec cette population, avec les moyens des ressources, on est obligé de prioriser. En plus de cela, on voit plus en plus d'avoir 2 300 personnes ont besoin d'assistance nutrition et sécurité alimentaire. Et vous voyez, ce projet s'est désigné de toucher 33 000
à 580 patients. Le chiffre est moins sous les patients qu'on voulait toucher. Ce projet est initié par le Conseil norvégien pour les réfugiés en partenariat avec l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD, avec l'appui financier de l'ambassade de Norvège. Il couvre une période de 2 ans et touche plus de 33 000 personnes. L'ambassade de Norvège est très heureuse de pouvoir soutenir ce projet de conseil norvégien pour les réfugiés qui mettent l'accent sur ce point tel que la sécurité alimentaire, l'autosuffisance et les opportunités économiques, y compris pour les femmes. L'objectif du projet est d'améliorer la sécurité alimentaire et renforcer la cohésion sociale et l'autonomisation des communautés affectées par les crises dans les régions de Mopti et Gao. Selon l'analyse des besoins humanitaires, 1 246 406 personnes seront en besoin d'assistance alimentaire d'urgence en 2023. Ce projet démarre à un moment idéal avec le début de l'hivernage qui offre l'opportunité de soutenir les populations déplacées internes et les personnes les plus vulnérables touchées. Visite du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake, dans la 2e et 3e région militaire. Le commentaire de Boubacar Kanouti. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Aruna Samake, à la tête d'une forte délégation, a effectué du 7 au 9 juin 2023 une visite d'autorité dans la 2e et 3e région militaire, Ségou et Kati. Le général Samake était accompagné du directeur des transmissions, des télécommunications et de l'informatique des armées. Le général de brigade Al-Khalifa Koulibaly, du sous-chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Aboukar Sérémé, et son chef de cabinet, le colonel Ismaël Diakité, et plusieurs de ses collaborateurs. Pour cette visite d'autorité et de sensibilisation, le chef d'état-major général de l'armée de terre et sa délégation ont été accueillis à Ségou, la capitale des Balanzans, par le commandant de la zone de défense numéro 2, le colonel Youssouf Omar Sissi, et à Kati par le commandant de la zone numéro 3, le colonel Bouakar Yasseri Sanokou. Les responsables militaires se sont rendus successivement au camp Cheikh Amadou Tall de Ségou, à l'école des sous-officiers de Banankoro, au camp de Bafo, aux ateliers centraux de Markala et à la 37e régiment des transports et d'entretien à Kati. Le CMAT a saisi l'occasion pour soutenir l'importance de la cohésion et la discipline au sein des forces de défense et de la sécurité, afin de faire face aux défis sécuritaires auxquels notre pays est confronté. Avant de souligner la nécessité pour ces hommes de se mettre régulièrement à niveau afin d'atteindre les objectifs fixés. Pour les échanges référendaires, le chef d'état-major général de l'armée de terre a exhorté les hommes en uniforme de s'impliquer davantage dans tous les processus pour permettre aux concitoyens de voter dans la quiétude. C'est uni qu'on peut faire quelque chose, mais si nous partons à rang dispersé, les objectifs ne seront pas atteints. On s'est beaucoup focalisé sur cette cohésion. Et cette cohésion ne peut pas venir aussi sans discipline. Et la discipline est de rigueur dans toutes les forces de défense et de sécurité pour faire face aux ennemis du Mali. Le général Aruna Samake a rendu un vibrant hommage aux vaillants soldats tombés sur les différents théâtres d'opération, avant de féliciter les troupes au nom des autorités pour leur exploit sur le terrain. Un peu de cinéma. Regardons ensemble l'avant-première du film documentaire Clément ou Saison sèche du réalisateur Boubacar Gakou-Touré. Le documentaire évoque des questions de changement climatique et des conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs. Aliou Abdoulaye Touré était à la projection. Clément, un mot bambara qui signifie la saison sèche. Le film est un documentaire d'1h37. Il évoque les changements climatiques et surtout les conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs. C'est Clément qui est à l'origine de tous ces conflits. Quand vous voyez les peuls qui quittent le Sahel pour venir dans les champs des agriculteurs, ça veut dire que la saison sèche a fait qu'il n'y a plus d'eau dans le Sahel pour que les animaux restent. Donc c'est Clément qui cause vraiment tout ce problème. Quand on parle de changement climatique, c'est Clément. Quand on parle de conflit, c'est Clément qui cause, c'est ça. En plus de mettre en lumière ces problématiques, le réalisateur fait des propositions. Le film est également une invite à l'endroit des autorités à s'impliquer davantage dans la gestion foncière. Le sujet d'actualité est un sujet très pertinent par rapport aux problèmes qui se posent
entre éleveurs et cultivateurs. On a des soucis de gestion de parcelles. Donc, c'est aux autorités de voir comment est-ce qu'on peut trouver le moyen de gestion de cet aspect. Le directeur du Centre national de cinématographie du Mali apprécie la qualité de la production. Aussi, il salue le réalisateur pour le mérite de son œuvre. Le film Climat est une réponse à une problématique contemporaine qu'on appelle la gestion des terres. Ce film va permettre aujourd'hui, à travers le cinéma, de sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs sur l'utilisation des espaces dans nos différentes contrées. En tant que directeur du cinéma, c'est un message d'encouragement à l'endroit du réalisateur, un message de fierté à l'endroit de l'équipe de production. Ce film documentaire est donc un appui à la recherche de solutions aux problèmes posés, à savoir les changements climatiques et les conflits fonciers. Ce soir, nous vous proposons de découvrir en quoi est important les 1000 premiers jours de l'enfant. La période est dite très cruciale car c'est pendant cette même période que la santé de l'enfant et de l'adulte en devenir se dessine. Les 1000 premiers jours, c'est de la conception de l'enfant jusqu'à ses 2 ans. Focus Santé est une réalisation de Barakissa Ouattara et Haruna Diarra. Tout se joue durant les 1000 premiers jours de l'enfant. C'est une période cruciale qui influencera sa santé et son bien-être tout au long de sa vie. En fait, les 1000 premiers jours, c'est de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est-à-dire les 9 mois de grossesse, la première année de vie et la deuxième année de vie. Voilà, cette période, pour les scientifiques, de plus en plus, c'est une fenêtre d'opportunité pour changer complètement l'avenir, ou bien en tout cas l'avenir sur le plan développemental, mais également sur le plan de la santé de l'enfant et de l'adulte à venir. La première période est celle de la grossesse, soit 270 jours. Elle comprend également 3 étapes. Il s'agit des 3 trimestres que dure la grossesse. Là également, tout se joue durant le premier trimestre. C'est une période où la femme enceinte doit faire attention parce que tout phénomène qui va survenir chez elle peut un peu dévier ses migrations, ses formations, ses mises en place d'organes. C'est pourquoi les problèmes qui vont intervenir, les problèmes infectieux, les problèmes toxiques vont aboutir souvent à des malformations. Le 2e et 3e trimestre constituent la phase de maturation des organes du fœtus. C'est pourquoi également la femme enceinte doit faire attention à ce qu'elle mange et l'environnement dans lequel elle évolue. Tout ça peut interférer avec le développement, avec la maturation de ces différents organes. Et souvent, quand l'alimentation est dérisoire, finalement, c'est un retard de croissance qu'on va observer chez le fœtus et au finalité, c'est un enfant qui va naître avec une malnutrition. Après l'étape de la grossesse, viennent les 6 premiers mois de vie de l'enfant qui ne doit se nourrir que du lait maternel pendant cette période. L'enfant, il naît entre la naissance et le 6e mois, l'enfant, il ne doit prendre que le lait maternel. Donc, c'est ce qu'on appelle l'allaitement maternel exclusif. Et c'est important, même l'eau, l'enfant il n'en a pas besoin parce que le lait maternel déjà c'est de l'eau. Les 6 premiers mois constituent également le moment propice pour le développement de l'intelligence de l'enfant. L'enfant, pendant les 6 premiers mois encore, il a aussi besoin d'être stimulé. On peut utiliser des petits jouets, des jouets qui font des petits bruits, des jouets qui font de la lumière. Donc ça également, ça permet de le stimuler. Et chaque fois qu'on stimule l'enfant, l'enfant il est joyeux. Chaque fois qu'il est joyeux, il fait des connexions de neurones et il devient de plus en plus intelligent. Son développement mental courra plus correctement. La 3e période s'étend sur les 18 derniers mois. Il s'agit de la période de diversification sur le plan alimentaire. Le lait maternel à lui seul ne suffit plus pour couvrir ses besoins. La raison, elle est toute simple, parce qu'avant 6 mois, elle est toujours dans les mains, dans les bras. Mais après là, il commence à s'asseoir, il commence à bouger, et donc il commence à avoir besoin d'énergie. C'est pourquoi il faut une bonne diversification de l'enfant à partir de 6 mois. Donc, il n'est pas bon de diversifier les enfants avant 6 mois,
il n'est pas bon également d'attendre 7 mois, 8 mois pour les diversifier. En adoptant une alimentation variée et équilibrée, l'enfant bâtit le système immunitaire dont il a besoin et s'assure d'une croissance normale. C'est la période essentielle et intense au cours de laquelle il construit sa santé d'adulte. Merci, Barakissa Ouattara. Sport, football, le sélectionneur des Aigles était face à la presse ce lundi après-midi au siège de la Fédération malienne de football. Occasion pour Eric Sekouchel de dévoiler la liste des 28 joueurs pour le match Mali-Congo dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. On note le retour en sélection de Adama Traoré d'Inos, quelques mois après avoir manqué les derniers rassemblements. Salif Diakité, compte rendu. Eric Sekouchel renouvelle sa confiance à 28 joueurs en vue du prochain match des Aigles contre les Diables Rouges du Congo à Brazzaville. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Dans ce temps de jeu, les joueurs doivent être compétitifs. Dans ce temps de jeu, ils doivent être bons. Ensuite, il y a une réflexion sur l'ossature tactique par rapport à l'adversaire. Et le dernier, c'est par rapport à une sensibilité, une prise de risque de ma part. À la lecture de cette liste, on retrouve pratiquement tous les cadres, tels que le capitaine Amari Traoré, le milieu de terrain Djadje Samasekou et l'attaquant Ibrahima Koné. Cette liste est aussi marquée par le retour du meilleur joueur de la Coupe du Monde Junior Nouvelle-Zélande 2015. Il s'agit d'Adama Traoré Nos. En revanche, Fousseni Diabaté s'apprête à honorer sa présence dans le groupe Aigle pour la première fois après avoir manqué plusieurs rassemblements. Fousseni, il a envie de jouer pour son pays. Aujourd'hui, il va pouvoir évoluer sous le maillot des Aigles et puis essayer d'apporter ce qu'il doit nous apporter. Des absents de taille sont à signaler également, parmi lesquels Yves Bissouma, Moussa Djenepo et Abdoulaye Doucouré. Abdoulaye Doucouré a vécu une saison très difficile parce qu'il n'a pas joué jusqu'au mois de mars. Au mois de mars, il a été très très bon. Il a maintenu Everton à lui tout seul. Donc il a eu une saison très difficile sur le plan émotionnel. Et en plus, il a un petit peu des pépins physiques. Voilà, donc d'un commun accord avec lui, on a décidé de mettre entre parenthèses ces regroupements. On s'attend à un match difficile. Voilà, il va y avoir un contexte compliqué. Donc c'est à nous à déjà nous mettre dans des bonnes conditions pour bien aborder ce match. Et tout de suite derrière d'être très ambitieux là-bas. Ça ne va pas être un match facile, mais on a la capacité et les possibilités pour être très ambitieux là-bas. Avant même la publication de la liste du sélectionneur, le regroupement avait d'ores déjà commencé, ponctué par quelques séances d'entraînement au stade du 26 mars. Les protégés d'Eric Sekouchel, qui n'ont besoin que d'un point pour valider leur ticket pour la CAN, s'envoleront pour Brazzaville vendredi. On leur souhaite bonne chance. Grand merci à nos téléspectateurs de Djoro, Banankoro, Markala et la ville de Ségou. Ségou qui reçoit demain le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et sa délégation à 9h dans Aoubedi sur ORTM 1. Notre équipe conduite par Sidiki Dembélé Ibrahima Traoré fera le point de l'événement et à partir de 11h30, le RTM sera en direct depuis Ségou. Bonsoir à tous. À demain, 20h, j'espère.